Donc, aucun territoire de l'Ukraine ne peut être libre de tout contrôle russe. Il doit y en avoir un. Maintenant, la question c'est, quel type de contrôle? Et là, plusieurs scénarios sont possibles. Ce que Poutine a dit, c'est, vous savez, le programme minimum russe, comme on le connaît tous. 4 provinces, plus la Crimée, plus la neutralité. Et ça, c'était possible pendant un certain temps, mais plus maintenant. Cette année, 2026, sera retenue comme l'année où cette possibilité a disparu. Elle n'existe plus. Bienvenue à World Affairs in Context. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir à nouveau un grand ami de notre émission, le Dr Vladimir Brovkin. Vladimir est un ancien professeur à Harvard, un auteur prolifique et un commentateur politique. Vous pouvez retrouver ses vidéos et ses analyses sur sa propre chaîne YouTube, History and Politics with Dr Brovkin, ainsi que sur sa nouvelle page Substack. Je mettrai les 2 liens dans la description ci-dessous. Vladimir, bienvenue à nouveau dans l'émission. C'est vraiment un plaisir de te revoir. Merci, Lena. C'est toujours un plaisir d'être dans votre émission. C'est toujours un plaisir d'avoir l'occasion d'échanger avec vous et de parler de l'actualité. Le dernier sommet de l'OTAN s'est tenu sur fond de guerre en Ukraine, d'une nouvelle instabilité au Moyen-Orient, de pression économique croissante en Europe et d'une grande incertitude autour de la politique étrangère des États-Unis sous Donald Trump. Personne ne sait vraiment ce qui se passe, à vrai dire. J'aimerais donc qu'on examine comment tous ces éléments s'articulent et ce qu'ils pourraient signifier pour l'avenir de l'ordre international et plus précisément pour l'avenir de la guerre en Ukraine. Selon vous, quel a été le résultat le plus marquant de ce dernier sommet de l'OTAN? Est-ce que cela a vraiment changé la stratégie de l'Alliance vis-à-vis de l'Ukraine ou est-ce que c'était surtout une réaffirmation des politiques existantes, mais en version amplifiée? Oui, la deuxième option est plus juste, mais j'ai une vision un peu différente de tout ça. Comme vous le savez, je suis historien de l'Union soviétique. J'ai été professeur d'histoire soviétique, d'histoire de la Russie du XXe siècle. Et l'un des aspects essentiels de cette histoire, c'était la falsification, une sorte de réalité factice à laquelle tout le monde devait croire, que tout va bien, que le parti conduit les masses vers un avenir radieux, que tout est toujours bon et s'améliore sans cesse. C'était une image idéalisée, typiquement soviétique. En regardant ce qu'on appelle le sommet de l'OTAN, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à quel point tout cela faisait soviétique. Tout est merveilleux. Tout le monde est ami. Ah, quel type formidable. Des tapes dans le dos, vous voyez, Trump avec Zelensky ou Trump avec Erdogan. La réalité de cette relation est bien plus complexe, et ce n'est certainement pas juste une histoire de bons camarades. En d'autres termes, pour le dire en un mot, je pense que c'est un faux sommet, ou du moins faux dans le sens d'une unité de façade. Il n'y a pas d'unité. Il y a des contradictions sérieuses, profondes, entre tous ces acteurs, entre, je dirais, les faucons d'Europe de l'Ouest et Trump, entre Trump et les Européens, à propos d'Israël et de ses liens avec Israël, à propos de la guerre en Iran, dont ils ne veulent absolument pas, et Trump les déteste pour ça. Il y a encore beaucoup d'autres points de désaccord. Toute cette soi-disant unité, c'est juste une mise en scène, derrière laquelle on peut essayer de comprendre qui est avec qui veut quoi. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas d'unité. La relation entre Trump et les dirigeants européens était vraiment très révélatrice et franchement assez choquante. On a l'impression qu'ils sont prêts à encaisser n'importe quelle humiliation de sa part, tout en continuant à sourire et à faire semblant devant les caméras d'être presque de grands amis. Trump répète souvent qu'il veut mettre fin à la guerre en Ukraine. Et c'était d'ailleurs l'un des thèmes centraux de sa campagne quand il se présentait à la présidence.
Mais aujourd'hui, il fournit des armes au régime de Zelensky et il facilite en réalité des frappes de longue portée sur le territoire russe en transmettant des renseignements et des armes par l'intermédiaire des États européens. Alors, est-ce que Trump s'est maintenant aligné sur les élites de l'Union européenne pour mener la guerre, soi-disant, jusqu'au dernier Ukrainien? Et qu'avez-vous observé, vous, à propos de la relation entre Trump et les dirigeants européens? D'accord. Alors, sur le papier, ou disons dans l'image qu'ils veulent donner, c'est comme vous l'avez dit, tout le monde est uni, il fournit des armes, il fournit du renseignement, et ainsi de suite. En réalité, personne ne fournit rien. Il n'y a pas d'armes. Où sont les patriotes? Ils n'existent pas, surtout si la guerre avec l'Iran reprend. Il y a une très très longue liste d'attente, et la priorité ne sera pas pour les Européens, ni pour les Ukrainiens, mais pour l'armée américaine, qui est tout simplement en train d'épuiser ses stocks de missiles Patriot, ou de n'importe quels autres missiles. Alors voilà, c'est une idée que j'avais eue. Faire une vidéo en disant quelque chose comme « Les Russes devraient déboucher le champagne ». Parce que si Trump se retrouve empêtré dans une guerre avec l'Iran, du point de vue géopolitique, c'est une excellente nouvelle pour la Russie. Vraiment, le meilleur scénario possible. Parce que Trump va passer tout son temps, toute son énergie et toutes ses armes à essayer de remporter une victoire impossible contre l'Iran. Parfait. Du coup, il ne restera plus ni énergie, ni missiles, ni rien du tout pour les Européens ou pour les Ukrainiens. Alors, pour revenir à la relation en coulisses, ce que je peux affirmer, c'est que les Européens, les Faucons, les von der Leyen, les Macron, les Merz, détestent Trump, et ce pour de nombreuses raisons. D'abord, parce qu'ils sont Européens. Ils estiment qu'ils doivent être traités avec respect, qu'on doit les consulter. Ce sont censément de grandes puissances. Et lui, il les traite comme un chef de mafia traite ses subordonnés, en les ignorant complètement. Vous savez, c'est une réunion de l'OTAN. Or, l'Iran ne fait pas partie du champ d'action de l'OTAN. Et pourtant, il s'attend à ce qu'ils le soutiennent simplement parce qu'il décide de partir en guerre. C'est pas comme ça qu'on traite des alliés, de vrais alliés. Les alliés doivent se réunir, discuter entre eux, d'égal à égal. Pas que, du jour au lendemain, je décide de faire la guerre et j'attends que vous me suiviez. Et si tu ne le fais pas, eh bien oui, moi ça ne me plaît pas. Ce n'est pas une attitude sérieuse, ni vraiment équilibrée, surtout pour les Européens. Eux, ils aiment le décorum, ils aiment la politesse, tu vois. Ils veulent retrouver un certain esprit d'aristocratie dans les relations internationales, dans la diplomatie, comme à une autre époque. C'est pas du tout le style de Trump. Le mieux qu'il puisse faire, c'est de taper dans le dos ou poser la main sur l'épaule de Macron et faire une blague sur sa femme. En gros, il joue le rôle du gars américain simple et direct. Il devrait comprendre que ça peut plaire à sa base aux États-Unis, mais que ça ne passe pas du tout auprès de la haute société européenne. Ce n'est pas comme ça qu'on est censé se comporter. C'est à ce niveau-là. Maintenant, à un autre niveau, si on regarde l'Europe du Sud, si on regarde l'Espagne aujourd'hui, si on regarde l'Italie, si on regarde la Grèce, en plus de tout ce que j'ai déjà dit, du fait qu'ils détestent Trump, ils ont leurs propres raisons de le détester. Et ces raisons sont politiques. Politiquement, ce sont des pays, surtout l'Espagne, en partie l'Italie, et plus largement, toute l'Europe du Sud, qui ont le sentiment d'être entraînés dans une alliance avec des criminels de guerre. C'est aussi simple que ça. Pour l'Espagne, Israël est un régime criminel, responsable de massacres, et c'est elle qui a pris l'initiative au sein de l'Union européenne d'interdire les livraisons d'armes à Israël. Donc cette soi-disant alliance, c'est une plaisanterie. Mais enfin, c'est quel genre d'alliance ça? D'un côté, certains veulent que les autres disent « oui, monsieur » et soutiennent la guerre.
Et de l'autre, il y a ceux qui affirment que cette guerre est un crime de guerre. Pas celle en Iran, mais celle en Palestine. En plus de ça, j'ai récemment écouté un discours de Jean-Luc Mélenchon, le chef d'un grand parti politique, un candidat sérieux pour la présidentielle de l'an prochain en France. Il a dit que si son parti gagne, ils rejoindront l'Espagne pour imposer des sanctions contre Israël. Voilà, c'est leur programme. On voit bien où tout ça mène. Et pendant ce temps, les Espagnols se sentent complètement ridiculisés par Trump, profondément blessés et en colère, parce qu'ils disent « On a été un bon allié, on a tout respecté. » Et maintenant, Trump tient des propos insultants sur l'Espagne, disant qu'elle devrait être expulsée. Je n'aime pas les Espagnols. On devrait arrêter tout commerce avec l'Espagne. En d'autres termes, le problème, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir une opinion différente de celle du chef. Ce n'est pas une alliance. Ce n'est pas comme ça qu'on traite un allié égal. L'Espagne, c'est un grand pays important. Ce n'est pas le Monténégro qu'on peut ignorer. Ce n'est pas la Lettonie avec 1 million d'habitants. C'est un grand pays européen, avec une énorme influence dans le monde, en Amérique latine. Et la traiter comme ça, c'est puéril, c'est stupide, c'est irrespectueux. Je veux dire, je pourrais continuer avec les qualificatifs, mais c'est l'une des fractures dont personne ne parle dans les médias occidentaux. Pourtant, on la sent vraiment. Et si vous allez voir sur Google les articles de la presse espagnole à propos du sommet de l'OTAN, vous verrez ce que les Espagnols ont ressenti. It's there an example, an ecstasy. La Turquie, toute cette relation avec la Turquie. Les Français détestent les Turcs et leur rôle dans l'OTAN. Et puis quand Trump arrive et dit « Oh, Erdogan est un grand ami à moi », ça n'a tout simplement aucun sens. Qu'est-ce que tu veux dire, un ami? Cet ami est sur le point d'entrer en guerre avec Israël. Pourquoi tu n'en parles pas ouvertement, sérieusement? Quel est le problème entre Israël et la Turquie? Ils ne veulent pas en parler, parce qu'en jeu, il y a les Palestiniens et les meurtres qui se poursuivent. Et Erdogan a pris le parti des Palestiniens. Mais ça, encore une fois, ça reste en coulisses. Et tout le monde se concentre sur « Oh, il dit que c'est un type formidable ». C'est ridicule. C'est une mise en scène. Voilà de quoi parle ce sommet. Rien de nouveau. Aucune déclaration de fond. Juste une unité de façade pour la photo. Je voudrais juste ajouter quelque chose rapidement à ton commentaire sur la fausse unité de l'OTAN. J'ai lu récemment que l'ancien commandant suprême des forces alliées en Europe, entre 2009 et 2013, James Stavridis, a déclaré que l'OTAN devrait suspendre ses sommets de dirigeants pendant les 2 prochaines années jusqu'à ce qu'une nouvelle administration américaine s'installe à la Maison-Blanche. Selon lui, cette approche permettrait aux alliés européens d'éviter des confrontations inutiles avec Trump tout en préservant l'alliance. On entend souvent dire que l'OTAN est unie, mais il y a beaucoup d'éléments, comme tu viens de le souligner, qui montrent que ce n'est pas vraiment le cas. Oui, absolument. À peu près à tous les niveaux. On a l'impression que le but de l'OTAN, c'est de s'opposer à la Russie, parce que la Russie serait une menace. Et la façon dont les États-Unis ou Trump voient les choses, c'est que les Européens devraient acheter des armes américaines et se préparer à une guerre contre la Russie. Franchement, c'est un peu absurde. Pourquoi feraient-ils ça? Ils ont leurs propres chars, bien meilleurs que les chars américains. Et si on est vraiment une alliance, alors choisissons ce qu'il y a de mieux. Mais non, ce n'est pas comme ça que les Américains veulent parler aux Européens. Le meilleur char, c'est le Léopard, à part le T-90 russe. Mais non, ils ne veulent pas de ça pour toute l'OTAN. Ils veulent ce tas de ferraille, qu'est le char Abrams, qui ne peut même pas rouler sur le terrain russe, comme on l'a vu en Ukraine. Alors, parlons des avions. Non, ce ne seront pas des avions suédois, non plus des avions français. Non, ce sera le F-35
que l'un de vos invités a qualifié de ferraille. Bon, moi je ne suis pas ingénieur, donc je ne sais pas si c'est vraiment de la ferraille ou pas, mais je sais que c'est beaucoup plus cher que les avions russes de qualité équivalente, comme le Su-57 ou le Su-35, et ainsi de suite. Donc, cette idée selon laquelle l'OTAN signifierait que les Européens achètent des armes américaines, ça ne tient pas, parce que ce n'est pas fondé sur l'égalité. C'est juste une manière, en gros, d'imposer les produits américains, de les faire avaler de force, sans vraie concurrence ni véritable liberté de choix. C'est vrai. Alors, le sommet de l'OTAN s'est terminé, et le lendemain, le 9 juillet, j'ai remarqué que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré, et je le cite, « Nous ne croirons plus l'Occident quand il dit vouloir des solutions négociées. Ce capital de bonne volonté et d'espoir est complètement épuisé. » Alors, pour des observateurs américains habitués à voir Trump publier toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux, ça peut paraître assez banal, mais Lavrov, lui, choisit toujours ses mots avec beaucoup de prudence, tout comme le reste des hautes sphères du pouvoir russe. Donc, même si le ton semble mesuré, en réalité, c'est une déclaration très forte de la part de Lavrov. Vladimir, comment tu interprètes ça? Quelle est, selon toi, la portée de ce qu'il a dit et les conséquences de cette position? Eh bien, ça fait environ 3 semaines que je dis qu'il y a eu un changement. Et beaucoup de vos invités sont d'accord. Et moi, je suis d'accord avec eux. Ils sont d'accord avec moi. Il y a eu un changement dans la rhétorique russe, dans leur attitude et dans leur planification militaire. Et ce changement, c'est qu'il n'y a plus aucune volonté d'avoir le moindre accord avec ce qu'ils appellent le régime de Zelensky. Autrement dit, les propositions de Poutine, les 4 provinces, la Crimée, et toute une série de conditions de neutralité, tout ça, c'est terminé. C'est fini. Alors la question, et beaucoup de mes auditeurs me la posent, c'est pourquoi Poutine se réveille-t-il seulement maintenant? Il ne voyait pas avant que c'était un régime terroriste. Il ne voyait pas que tout ça, c'était du vent. Ma réponse, c'est que Poutine est un homme très intelligent. Ce qu'il fait, en réalité, c'est simplement mettre Trump en avant pour ce qu'il est, afin d'atteindre ses propres objectifs. Laisse-moi essayer d'expliquer quels sont ses objectifs. L'objectif de Poutine, ce n'est pas d'avoir un front uni de tous les pays occidentaux contre la Russie. Donc, toute occasion de créer une division entre eux, d'exploiter leurs différences et de se rapprocher de Trump, il va la saisir au maximum. C'est pour ça qu'il l'invite à Moscou, qu'il vient à Anchorage, qu'il parle de bonnes relations. Ce n'est pas qu'il ne les veut pas, ces bonnes relations. Je suis sûr qu'il les veut, mais c'est pas possible. Et il n'est pas assez naïf pour croire que c'est possible quand ça ne l'est pas. Alors pourquoi fait-il tout ça? Voilà ma réponse, Lena. J'en suis arrivé à cette idée seulement hier. Mon idée, c'est que Poutine cherche à gagner du temps. Il lui faut encore 2 ou 3 mois pour terminer le travail dans le Donbass, pour prendre Kramatorsk et Sloviansk, et atteindre les frontières du Donbass et des 4 provinces dont il parlait. Certains disent qu'après les élections à la Douma, il aura les mains libres. Et ce qu'on peut attendre, c'est une offensive beaucoup plus vigoureuse contre le régime de Zelensky, voire quelque chose d'encore plus spectaculaire. Peut-être même une déclaration de guerre et une mobilisation. Parce que ce qui est clair, c'est que la société russe commence à se lasser. 4 ans déjà, maintenant 4 ans et demi. Il faut en finir avec cette guerre. Et la seule façon d'y mettre un terme, c'est de prendre Kharkiv et Odessa. Mais c'est difficile, parce que ce sont des villes de plusieurs millions d'habitants. Et on ne peut pas, si c'était plus simple, ce serait facile. Tu bombardes à fond jusqu'à ce que ce soit pris. Mais là, on parle de villes russes, avec des habitants russes. Il ne peut pas les bombarder. La seule façon de les prendre, c'est de concentrer massivement les forces,
en encerclant la zone sur plusieurs centaines de kilomètres de front. En gros, couper l'Ukraine en deux, contourner complètement Kharkiv, faire un détour d'une centaine de kilomètres autour. Pour ça, il faut une grande armée, énormément d'armes, énormément de moyens. Il faut donc préparer cette opération. Et il s'y prépare, parce que tu sais, au moment où l'opération militaire spéciale a commencé, il y avait, comme l'un de tes invités l'a dit, environ 200 000 hommes. Et puis Strelkov a dit, en 2023, c'était il y a seulement 2 ou 3 ans, il a dit ça à l'époque, et le pauvre type a été puni pour ça. Il a dit qu'on pouvait tenir le front avec 500 000 hommes et qu'on pouvait avancer avec 700 000. C'était presque prophétique. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont environ 700 000 soldats et ils avancent, mais lentement. Pour vraiment progresser, pour percer le front, atteindre le Dniepr, encercler Kharkiv, puis se diriger vers Kiev. Et Odessa, elle, tombera comme une pomme mûre, tout à la toute fin. Parce qu'il faut traverser le Dniepr, et ça, ce n'est possible que quand les Russes seront déjà proches de Kiev, ou qu'ils l'auront prise. Donc pour ça, il faut des centaines de milliers d'hommes. Et souvenez-vous, il y a 1 an, Poutine avait dit que son objectif, c'était de construire une armée d'1,5 million, voire 1,6 million. D'après Scott Ritter, il s'en approche. Et je pense que c'est... Enfin, on ne peut pas simplement, vous savez, prendre des volontaires et s'arrêter là. Il faut les former. Et les former avec des technologies sophistiquées. Ce n'est pas juste, comme on voit parfois en Ukraine, attraper quelqu'un dans la rue et l'envoyer au front 1 semaine ou 2 plus tard. Non, cette préparation prend des mois. Et c'est exactement ce qu'ils font. Mais je suis convaincu que la direction russe en est arrivée à la conclusion que la seule façon de faire taire les Européens, c'est de créer une situation où il n'existe plus aucun endroit d'où l'on puisse tirer des roquettes sur la Russie. Nulle part. Parce que si ça part de Pologne, il y aura un missile russe qui repartira aussitôt. Mais depuis l'Ukraine, ils pensent qu'ils peuvent le faire. Eh bien, il faut leur faire comprendre que non, ils ne le peuvent pas. Et la seule façon d'y arriver, c'est de contrôler toute l'Ukraine, entièrement, tout le territoire sous occupation russe. Pour que ce soit efficace, il faut quelques millions de soldats. C'est un immense territoire. L'Ukraine est plus grande que la France. Et l'Occident, lui, ne raisonne pas comme ça. Le fameux front occidental de la Première Guerre mondiale était plusieurs fois plus court que celui d'aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. C'était environ 800 kilomètres de la frontière suisse jusqu'à la mer. Donc voilà le problème. Ils ne sont pas habitués à de telles distances. Pour occuper un pays aussi vaste, la Russie a besoin d'au moins 2 millions d'hommes et d'énormément d'obus, de munitions, de moyens logistiques, surtout à l'époque actuelle, avec la guerre des drones. Je pense qu'ils s'y préparent, parce qu'il est clair qu'un compromis avec les Européens est impossible, du moins avec la direction actuelle. Avec Trump, c'est seulement possible quand il voit le fait accompli sur le terrain, et là, il l'accepte. Il semble qu'il ait déjà tellement de problèmes à lui que franchement l'Ukraine, c'est le dernier de ses soucis. Il est dans une situation très compliquée avec l'Iran, vraiment très compliquée. On ne sait même pas s'il va gagner ou perdre les élections, s'il risque une procédure de destitution ou si les républicains vont garder la majorité au Sénat. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il pourrait même essayer de le faire destituer. Ce sont des choses absolument incroyables qui sont en train de se passer. Donc, il a déjà bien assez d'inquiétudes, à part Poutine, qu'il considère comme quelqu'un qui fait simplement son travail et qui veut gagner. Et c'est normal, c'est très bien, parce que tout le monde veut gagner. En tant qu'historien, j'aimerais avoir votre avis sur ce point. Poutine a déclaré que la Nouvelle-Russie était désormais le prochain objectif.
Et comme vous l'avez mentionné, l'ancien projet d'accord n'est plus d'actualité. Il ne se limite plus seulement à ces 4 oblasts. Alors, selon vous, que signifie cette nouvelle approche en termes de territoire que la Russie compte poursuivre ou qu'elle cherche à établir comme zone tampon? Parce qu'il semble que, si ça quitte Kiev, eh bien dans 30 ans, ce ne sera qu'une pause avant qu'une nouvelle guerre ne recommence. En gros, pour le nouveau régime ukrainien, soutenu par les acteurs occidentaux, ce serait l'occasion de dire « Ah maintenant, il faut reconquérir, il faut reprendre le Donbass, c'est notre territoire ». Donc je suis sûre que Poutine voit tout ça avec une perspective à long terme et qu'il veut s'assurer, comme il l'a dit, qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu. Il veut une paix durable. Alors, quel est ce nouvel objectif en termes de territoire et peut-être concernant Kiev et la région de Kiev qui garantirait une paix durable en Ukraine comme en Russie? La réponse est très simple. Je crois que Medvedev l'a donnée il y a environ 1 an. À l'époque, il avait publié cette carte de l'Ukraine et ça avait fait beaucoup de bruit. Tout le monde en parlait. Je ne pense pas que les frontières définitives aient encore été décidées. J'y reviendrai dans un instant. Mais le point le plus important, celui que Poutine répète depuis le début et sur lequel tout son entourage est d'accord, c'est que l'Ukraine ne peut pas représenter une menace pour la sécurité de la Russie. C'est tout. Quelle que soit la forme que cela prendra, tout doit répondre à cette exigence. Donc, si par exemple l'ouest de l'Ukraine, ou la partie au-delà des Carpates, restait indépendante ou rejoignait l'OTAN, ce serait inacceptable. Pourquoi? Parce qu'ils pourraient y placer leurs missiles et tirer sur la Russie à tout moment. Donc, aucun territoire de l'Ukraine ne pourrait être libre de tout contrôle russe. Il faut qu'il y en ait un. Maintenant, la question, c'est quel type de contrôle? Et là, plusieurs scénarios sont possibles. Ce que Poutine a dit, c'est, vous savez, le programme minimum russe, comme tout le monde le sait. 4 provinces, plus la Crimée, plus la neutralité. Et ça, c'était possible pendant un certain temps, mais plus maintenant. Cette année, 2026, sera retenue comme l'année où cette possibilité a disparu. Elle n'existe plus. En partie, c'est la faute de Trump, ou plutôt son incapacité à faire avancer les choses. En partie aussi, c'est à cause de l'attitude belliqueuse des Européens et de leur incapacité à trouver un compromis. Donc, le prochain objectif maintenant, ce serait la Novorossia. Et dans l'un de vos programmes, vous avez parlé, vous-même, de la question des frontières. Différentes cartes montrent des frontières différentes. Et l'un de vos invités, je crois que c'était Larry Johnson, a évoqué ce qui serait l'interprétation la plus maximaliste de ce qu'on appelle la Novorossia. C'est-à-dire, en gros, en partant d'Odessa, Nikolaïev, Dnipropetrovsk, Kharkiv, puis Sumy, Poltava, Tchernihiv et peut-être même Kiev. Alors, cela laisserait le centre et l'ouest de l'Ukraine. Mais j'ajouterais à cela, et c'est aussi ce que Poutine a dit, que la Russie ne veut pas d'une Ukraine dirigée par l'Ukraine bandériste, celle de l'Ouest. Donc, ce que la carte de Medvedev montrait quand il l'a publiée, c'est qu'il y aurait 3 morceaux d'Ukraine. Il y aura une région, la Novorossia, qui rejoindra la Russie, probablement selon le même scénario que les 4 autres provinces, avec un plébiscite, un référendum. Ce sont des territoires russophones, avec des habitants qui sont russes, qui parlent russe, et qui le sont depuis environ 200 ans, depuis que ces terres ont été colonisées après Catherine II. Ensuite, il y a l'Ukraine centrale. C'est la région de Jitomir, de Vinnytsia, et les territoires du centre de l'Ukraine jusqu'aux Carpates. Ces régions étaient appelées la Malorossia à l'époque de l'Empire tsariste. D'ailleurs, je le rappelle souvent, mais c'est peut-être intéressant pour vos auditeurs de comprendre le sens de ce mot, Malorossia. Dans le dictionnaire, on traduit simplement par « petite Russie », mais en réalité, ce n'est pas petit du tout.
but it's not actually small. Let me just say, I like. Je vais vous dire, moi j'aime les vieilles choses, les vieilles cartes, les vieux livres, tout ça. Un jour, j'ai acheté une carte dans une brocante en France. Elle venait de l'imprimerie de Sa Majesté Napoléon, empereur des Français. L'année, c'était 1805. Et sur cette carte, on voyait Petite France, Grande France, Petite Pologne, Grande Pologne, Klein Deutschland, Groß Deutschland, Petite Russie, Grande Russie. Alors, cette logique veut dire que petit ne veut pas dire petit, ça veut dire le cœur. C'est ça que ça veut dire. L'Allemagne du cœur, la Grande Allemagne, la France du cœur, le Grand Empire français, la Pologne du cœur, la Grande Pologne, qui comprenait la Lituanie, la Biélorussie, les terres ukrainiennes. Donc, Petite Russie, ça voulait dire la Russie originelle, la Russie du cœur, la Russe. C'est de là que les principautés russes se sont développées à partir du 8e siècle. C'est pour ça que le nom même d'Ukraine est un nom polonais. Il veut dire les terres du bord ou les terres à la frontière. Ukraine, Ukraine, Ukraine. D'ailleurs, il y a une province dans l'ex-Yougoslavie qui s'appelle la Krajina, ce qui veut dire en gros une portion de terre. C'est le même sens. Ukraine veut dire au bord de quelque chose. Au bord de quoi? Au bord de la Pologne. Ce sont les terres à la frontière de la Pologne qui se sont révoltés contre les catholiques et ont demandé au tsar russe Alexis de les intégrer à la Russie en 1654. Et à partir de ce moment-là, ce cœur de la Russie a fait partie de l'Empire russe. Ces terres reviendront donc, mais peut-être avec un statut particulier. Peut-être qu'on l'appellera la République autonome d'Ukraine, ou peut-être la République d'Ukraine, un peu comme la Biélorussie, une partie de la Confédération. Je ne sais pas quelle forme exacte ils choisiront, mais ce ne sera pas identique aux autres provinces russes. Ils auront un statut à part. Et puis, ils ne feront pas partie du même État que les terres bandéristes de l'ouest de l'Ukraine. Je suis sûr qu'au Kremlin, ils en discutent sans arrêt pour savoir quoi en faire. Et vous savez, si Poutine me demandait mon avis, ce qu'il n'a jamais fait, je lui recommanderais un format qu'on appelle un protectorat. C'est un mot français d'ailleurs, et les Français l'ont utilisé au Maroc, où j'ai vécu et enseigné. Un protectorat, ça veut dire en gros qu'ils gardent une autonomie dans leurs affaires locales. Mais ils n'ont pas de politique étrangère. Ils n'ont pas de relations internationales. Leur politique extérieure est contrôlée par le protecteur, comme la Russie. D'ailleurs, Cuba avait ce genre de statut sous les États-Unis. C'était en fait un protectorat. Ils ne pouvaient avoir aucune relation internationale, rien, sans l'accord des États-Unis. C'était un peu comme une colonie, jusqu'à la révolution de Castro. Donc voilà le modèle. De cette façon, ils peuvent gérer leurs affaires locales. La police russe n'a pas besoin de s'en occuper. Ils se débrouillent eux-mêmes. Mais il ne devrait pas y avoir de troupes étrangères, ni de conseillers étrangers, ni de missiles étrangers, ni quoi que ce soit d'étranger. Voilà, je pense que c'est peut-être ce qu'il faudrait. Mais je ne sais pas ce qu'ils décideront. Comme je l'ai dit, ils ne m'ont pas encore consulté. Et ils devraient vraiment le faire. On voit que Zelensky continue de demander plus d'armes, d'aide financière et de garanties de sécurité. Comme vous êtes en Europe, j'aimerais aussi avoir votre avis là-dessus. Est-ce que l'Occident politique, ce qu'on appelle l'Occident politique, est proche du moment où il va comprendre que cette guerre ne peut tout simplement pas être gagnée, peu importe combien de milliards d'euros et de dollars on envoie à Zelensky et que tout cet argent est désormais perdu? Ou bien est-ce qu'ils vivent encore dans l'illusion qu'ils vont d'une certaine manière réécrire le résultat de la Seconde Guerre mondiale? C'est une excellente question. La réponse, c'est que quand on regarde la complexité de la politique européenne, quand on voit toutes ces réunions sans fin qu'ils tiennent, vraiment sans fin,
on se rend compte que c'est une énorme machine bureaucratique. Il y a tous ces ministres des Affaires étrangères, tous ces premiers ministres, tous ces présidents et dirigeants politiques. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Union européenne a un budget énorme, mais pas illimité. Chaque centime doit être justifié. Ce n'est pas comme si on pouvait simplement imprimer de l'argent à volonté. Même aux États-Unis, soi-disant, la Banque centrale est indépendante. Soi-disant. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais en Europe, les banques centrales rendent des comptes à leur gouvernement. Et chaque gouvernement, de son côté, verse une contribution bien précise à l'Union européenne. Et ensuite, ils se disputent là-dessus. Comme en France, il y a un débat. Nous contribuons plus que ce que nous en retirons. Le chiffre est défini. Ils ne peuvent pas le manipuler, au point que des milliards disparaissent sans que personne ne sache où ils sont passés. Il faut que ce soit voté. Et ça veut dire qu'ils ne peuvent pas dire indéfiniment « Ah, on gagne, ajoutons encore 2 milliards de dollars ». Non, ils ne peuvent pas. C'est avec beaucoup de difficultés qu'ils ont trouvé ce qu'ils appellent les 90 milliards sur 2 ans. Et la moitié vient en réalité des intérêts sur l'argent russe. Ils ont dit, en gros, quand l'Ukraine gagnera, la Russie paiera des réparations. Et quand le gouvernement belge a demandé « Et si elle ne paie pas ?», la réponse a été « Eh bien, il faudra qu'on paie nous-mêmes ». Mais ils ont repoussé le problème. En d'autres termes, les parlements, aujourd'hui, n'ont pas à voter là-dessus. Ils se sont donc offerts un peu de temps, mais ça ne peut pas durer indéfiniment, parce que l'année prochaine, il y aura des élections en France et ensuite des changements à venir en Allemagne. Et là, ils devront rendre des comptes aux partis d'opposition, qui n'ont pas encore été interdits, et à la presse, qui existe toujours. Attendez une seconde. Où sont passés les 10 milliards de dollars que vous étiez censé obtenir pour ceci ou cela? Voilà, c'est le problème de l'argent. Le deuxième problème, c'est celui des armes. Quand une entreprise fabrique des armes, il faut la payer. Et avec quoi on la paye? Si c'est le gouvernement qui paye, il faut que ce soit voté par le Parlement. Bon, on peut toujours gratter un peu par-ci par-là, sortir 10 milliards, 100 milliards. C'est ce que faisait Macron, mais rien de vraiment sérieux, rien de grande ampleur. Il faut que ce soit justifié. Même von der Leyen, elle peut peut-être gratter 10 milliards par-ci par-là, mais avec énormément de difficultés. Et malgré tout, elle devrait en rendre compte au Parlement européen. C'est ça, la plus grande difficulté. Plus la guerre dure, plus il leur devient difficile de justifier cette dépense. C'est pour ça que Macron a lancé cette opération de propagande selon laquelle l'Ukraine est en train de gagner. Tout le monde sait que ce n'est pas vrai, mais ils en ont besoin pour que ça ressemble à une sorte de mise en scène soviétique, comme si on construisait le socialisme, alors qu'en réalité, on construit du vent. Tout le monde sait que c'est du vent. Tout le monde sait que c'est fragile. Tu peux allumer la lumière, s'il te plaît. Et ensuite, ils continuent à faire comme s'ils gagnaient la guerre. C'est incroyablement soviétique. Très intéressant. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a un point vraiment intéressant que vous avez soulevé au tout début de cette conversation à propos de l'Iran, et j'aimerais y revenir brièvement. Vous avez dit que cela jouait en fait en faveur de la Russie, que Trump soit peut-être empêtré dans la question iranienne parce que, vous savez, les stocks d'armes s'épuisent et que les États-Unis ne peuvent pas les produire assez vite pour approvisionner le régime de Kiev. Mais d'un autre côté, et je suis d'accord avec vous là-dessus, je vois aussi certains éléments qui permettraient aux États-Unis d'infliger des dégâts plus importants à la Russie si l'Iran venait à tomber, ce qui est bien sûr très peu probable. On sait que l'Iran a une profondeur stratégique, un levier stratégique, et qu'il tient la position dominante en ce moment. Mais est-ce que la Russie souhaiterait vraiment que les États-Unis trouvent une solution diplomatique dans le dossier iranien afin d'avoir moins de problèmes à ses frontières?
fewer issues on its borders? Oui, c'est un sujet énorme. Il mérite une vraie discussion, mais je vais faire court. Je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il est impossible de vaincre l'Iran sans recourir à des bombardements massifs, en tuant des millions de personnes et en utilisant des armes nucléaires. À part ça, bon, imaginons, c'est ce que dit Trump, qu'ils veulent détruire toutes les installations pétrolières de l'Iran. Très bien, c'est faisable. Mais l'Iran, en réponse, détruira les installations pétrolières des cheikhs arabes. Ça, ils en sont capables aussi. Et puis ces cheikhs arabes ne vont pas rester les bras croisés. Ils se demandent déjà s'ils doivent continuer à soutenir les États-Unis ou s'ils doivent conclure un accord de paix séparé avec l'Iran. Et dans ce cas, ils sont tranquilles. Il leur suffit de laisser l'Iran percevoir les droits de passage et ensuite, ils peuvent exporter. Et ce n'est pas vers les États-Unis. C'est surtout vers l'Asie et en partie vers l'Europe. Donc on ne sait pas vraiment quelle direction ils vont choisir. Mais jusqu'à présent, avoir des bases américaines, c'est plutôt un handicap, parce que ça ne t'aide pas, ça te fait juste bombarder. Voilà le problème. Alors qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire, à part bombarder? Eh bien, ils disent qu'ils pourraient lancer une opération terrestre et prendre l'île de Karg. D'accord, mais pourquoi faire? Une opération terrestre, dans quel but? Ils vont marcher jusqu'à Téhéran? C'est impossible. Pour ça, il faudrait 2 millions d'hommes, et il faudrait un point de départ. Ce qui veut dire qu'il faudrait les amener dans les États du Golfe. Et ensuite, pour entrer en Iran, il faudrait traverser l'Irak. Et puis, l'Irak avait déjà mené une guerre terrestre contre l'Iran. Et les Iraniens ont tenu bon. Ils ont tenu leur territoire, juste l'Iran. Alors qu'est-ce qui fait croire aux Américains que même s'ils envoient 500 000 hommes ou 2 millions, ils pourraient avancer dans une opération terrestre? D'abord, ils n'ont pas 2 millions d'hommes. Et il faut les armer, les approvisionner, leur apporter de la nourriture, de l'eau, tout un tas de choses. Je ne pense pas que les États-Unis disposent de tout ça. Il leur faudrait des années pour le construire. Et d'ici là, le mandat de Trump sera terminé. Donc d'un point de vue pratique, logistique, une guerre contre l'Iran ne peut pas être gagnée. Ce qu'ils peuvent faire, c'est lui infliger de gros dégâts. Et les Iraniens le savent. Ils sont prêts à l'affronter. Ils l'ont déjà fait pendant la guerre contre l'Irak. Si on les prive de pétrole, quoi? Ils vont s'effondrer? Non, ils ont déjà vécu comme ça avant. Ce serait difficile, bien sûr, mais ils savent vivre dans la difficulté. Et enfin, le point essentiel. La Russie et la Chine ne peuvent pas se permettre que l'Iran perde. En d'autres termes, ils savent bien que l'Iran est un peu imprévisible. Je veux dire, ils font des choses que ni la Chine ni la Russie n'oseraient faire. Surtout la Chine, qui est extrêmement prudente. Ils ne veulent pas de gestes brusques. Ils ne veulent pas provoquer les Américains, et ainsi de suite. Mais au fond, la ligne rouge est claire pour les deux. Non, ils ne peuvent pas se permettre que le régime iranien commence à s'effondrer. Je ne serais pas surpris que les Chinois et les Russes envoient une force expéditionnaire pour le maintenir, parce que c'est dans leur intérêt national, un intérêt absolument vital. Ils ne peuvent pas laisser les États-Unis prendre le contrôle de l'Iran, de son pétrole et de tout le Moyen-Orient. Voilà où nous en sommes. C'est pour ça que j'ai commencé en disant que, du point de vue géopolitique russe, c'est une bonne chose que les États-Unis veuillent, disons, attaquer l'Iran. Eh bien qu'ils l'attaquent, qu'ils gaspillent leurs missiles et leurs porte-avions pourraient être pris pour cible. C'est une excellente chose. Et leurs missiles Patriot mettraient des mois à être remplacés, alors que l'armée de l'air américaine en aurait besoin. Et puis, la Russie dispose d'un corridor vers l'Iran, non seulement à travers l'Azerbaïdjan, mais aussi directement par la mer Caspienne. Elle pourrait tout y envoyer. Et l'Iran pourrait même exporter son pétrole via la Russie et par le chemin de fer, celui qui a été bombardé.
Mais il y a bien une ligne de chemin de fer vers la Chine, et même deux, plus un ferry qui passe par le Tadjikistan et par l'Azerbaïdjan. Je ne pense pas que les Azerbaïdjanais oseraient, avec leur relation privilégiée avec Trump, dire non au train russe ou iranien. Parce que s'ils le faisaient, la Russie et l'Iran pourraient très bien envoyer une force expéditionnaire et prendre le contrôle de l'Azerbaïdjan sans grande difficulté. Si c'était nécessaire pour leurs intérêts nationaux, ils laissent Aliyev, vous savez, faire semblant d'agir librement, mais seulement dans certaines limites. S'il y avait un danger pour la survie de l'Iran, il pourrait très bien le faire, ouvrir complètement la frontière entre l'Iran et la Russie. Mais je ne pense pas qu'on en arrivera là. Trump, lui aussi, comprend où sont les limites. Il aime bien se montrer et crier, tu vois, mais ça, c'est pas du tout présidentiel. Il traite les gens d'ordures, de ceci, de cela. Franchement, il se rabaisse lui-même en se comportant comme un gamin. Mais au fond, il le sait. Et s'il ne le sait pas, ses généraux, eux, sont des gens très professionnels, très instruits, très réfléchis. Ils vont lui dire, « Monsieur le Président, on ne peut pas faire ça. On n'a pas les moyens, pas la capacité de le faire. » C'est exactement comme quand on est allé voir Nixon pour lui dire « On ne peut pas gagner cette guerre. Il faut en sortir. Elle est impossible à gagner. » Parce que ces jungles étaient toujours infiltrés et aucune quantité de bombes ne pouvait stopper la piste Ho Chi Minh. Il fallait simplement admettre qu'on ne pouvait pas y arriver. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont partis. Un acteur clé dans la région, c'est bien sûr la Turquie. Elle occupe une position vraiment unique, membre de l'OTAN, tout en entretenant des relations à la fois avec la Russie, avec l'Ukraine et avec plusieurs pays du Moyen-Orient. Et comme on dit souvent, Erdogan est très très habile pour s'asseoir sur deux chaises à la fois. Alors quand le sommet de l'OTAN a commencé, Trump a déclaré qu'il approuvait l'achat par la Turquie de chasseurs F-35 fabriqués aux États-Unis. Mais vers la fin du sommet, il a dit qu'il n'en était plus si sûr et qu'il n'avait pas encore pris sa décision finale. Il faut rappeler que la Turquie a acheté, en 2017, le système de défense antiaérienne russe S-400 pour 2,5 milliards de dollars. Depuis, Erdogan essaie d'acquérir des avions de chasse F-35, mais le Congrès américain l'en empêche. Officiellement, les États-Unis voulaient que la Turquie se débarrasse du système russe S-400 avant d'approuver l'achat des F-35. Mais il y a un autre acteur dans cette histoire, évidemment, c'est Israël. Et Israël a été très clair. Selon les mots de Netanyahou, le fait que la Turquie obtienne des F-35 changerait l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Israël et la Turquie ont des intérêts communs sur certains sujets, mais ils sont aussi en concurrence sur d'autres. Comment décririez-vous la dynamique actuelle, celle d'après le sommet de l'OTAN, entre ces deux puissances régionales? Eh bien oui, c'est encore un exemple de plus que les soi-disant alliés ne sont pas vraiment des alliés. En d'autres termes, si l'Espagne critique Israël pour génocide, Erdogan, lui, est prêt à faire la guerre à Israël. Et pourtant, ce sont tous les deux des alliés. Et avec les deux, Trump dit « Oh, c'est un type formidable ». Mais en réalité, la Turquie se sert de Trump pour faire avancer son propre agenda. Je devrais aussi préciser que les Turcs, et Erdogan en particulier, détestent les Européens, parce qu'ils les considèrent comme des traîtres, totalement et fondamentalement racistes, anti-musulmans et anti-turcs. Ils n'ont jamais digéré que l'Union européenne ait bloqué l'entrée de la Turquie, et ils se sentent profondément offensés. Et je peux tout à fait comprendre ça, parce que c'est exactement ce que ressentent les Russes quand les Européens leur disent « Vous n'êtes pas Européens ». Attendez une seconde. On représente quand même la moitié de l'Europe. Pourquoi on ne serait pas européen et l'Ukraine le serait? C'est étrange.
Pour les Turcs, c'est presque une insulte, cette façon dont les soi-disant alliés de l'OTAN les considèrent. Alors, c'est un détail, mais qui compte quand même. Les Grecs sont terrifiés à l'idée qu'une Turquie, déjà dotée d'une armée immense, puisse obtenir des F-35. Et puis, toute cette histoire avec Israël rappelle sans cesse à tout le monde que le véritable allié des États-Unis, le vrai, c'est Israël, pas eux. Eux, ce sont des vassaux. Ils doivent obéir, y compris Erdogan. Du coup, lui, il essaye simplement d'obtenir le maximum de Trump. Mais au fond, ils savent tous les deux que tout ça, c'est une mise en scène, un jeu de circonstances. Et en effet, vous savez, c'est important pour Trump d'avoir des bases américaines en Turquie qui pourraient être utilisées pour bombarder l'Iran. Mais rien ne dit que les Turcs vont les autoriser à le faire. Et bien sûr, les Israéliens sont très inquiets à propos de la Turquie. Oui, la géopolitique est essentielle ici, parce que les Israéliens veulent contrôler la Syrie et annexer encore plus de territoire. Et vous savez, la Turquie voit tout ça comme son vassal, Pascal, sa zone d'influence, avec cette idée de domination historique sur la Syrie, qui faisait partie de l'Empire ottoman pendant des siècles, je crois depuis 1400 quelque chose, peut-être après la bataille de 1415, si je ne me trompe pas. Donc au fond, c'est ça l'enjeu. Erdogan a été très très virulent contre Israël dans ses discours, mais jusqu'ici, pas dans ses actes. Mais on pourrait arriver à un moment où, vous savez, ça se traduira peut-être par des actions hostiles. On verra. Erdogan a aussi exprimé ouvertement son soutien à un programme visant à fournir des armes de l'OTAN à l'Ukraine. Ce programme s'appelle la liste des besoins prioritaires de l'Ukraine. Quelle est la position de la Russie sur ses relations avec la Turquie en ce moment? Et la Turquie, bien sûr, est membre de l'OTAN, donc c'est pas vraiment surprenant. Mais en même temps, comme Erdogan essaie de maintenir de bonnes relations avec Vladimir Poutine, c'est assez inhabituel d'affirmer publiquement qu'on soutient un adversaire, l'Ukraine en l'occurrence. Oui, eh bien, encore une fois, c'est de la pure géopolitique. La Russie et la Turquie ont eu, je ne me souviens même plus combien de guerres. Beaucoup. Peut-être 10, peut-être plus. C'est entièrement géopolitique. Et la raison pour laquelle la Turquie ne reconnaît pas la Crimée comme russe, c'est qu'au XVIe siècle, en 1550, sous Soliman le Magnifique, il y a eu la première guerre entre à l'époque Ivan le Terrible, qu'on appelait en Occident le Terrible. Et la Russie, à ce moment-là, se battait pour les terres du Sud. La Crimée n'était pas encore prise. Il faudrait encore 200 ans jusqu'à Catherine II pour que la Russie conquiert la Crimée. Donc les Turcs considèrent cette région comme un territoire perdu. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent vraiment pas admettre que c'est russe, même s'ils l'avaient reconnu comme tel à l'époque soviétique. En fait, ils veulent jouer ce jeu où une Russie divisée, c'est-à-dire une Ukraine séparée de la Russie, sert les intérêts géopolitiques de la Turquie. Évidemment, parce que ça veut dire que votre voisin du Nord est divisé en deux, ou disons en une moitié et demie. Et ça, c'est une bonne chose de leur point de vue, parce que ça leur donne plus de pouvoir et plus de présence en mer Noire. Mais à mon avis, l'avenir de la Turquie se trouve dans l'organisation de Shanghai et dans les BRICS, ou en tout cas, d'une manière ou d'une autre, du côté de l'Est. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas intégrés. Les Européens ont eu l'occasion d'aligner la Turquie sur leur camp, et ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont peur. Pour des raisons historiques, ils ont peur des Turcs. Parce que, pour les Autrichiens, vous savez, Gefahr von Osten, le danger venant de l'Est, fait partie de leur identité nationale. C'est une peur enracinée parce que cet immense empire ottoman, plus grand que l'empire romain, a été pendant des siècles aux portes de l'Europe. Et toute l'histoire de la République de Venise, c'est une histoire de guerre contre les Ottomans. Petit à petit, pas à pas,
ils ont commencé à les repousser. Parce qu'au XVIe siècle, la plus grande partie de la mer Méditerranée était contrôlée par les Turcs. C'est pour ça que les Européens sont très méfiants. La Hongrie a passé 100 ans de son histoire sous occupation turque. Et c'est pour ça qu'ils sont paranoïaques quand l'Union européenne leur dit « Ouvrez les frontières, laissez venir les gens de l'Est. » Non, 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 non. Ils ne veulent pas être submergés. Il n'y a que 10 millions d'Hongrois et 90 millions de Turcs. Et ils ne veulent pas que les Turcs envahissent la Hongrie, au point que finalement la Hongrie disparaisse. C'est pour ces raisons qu'ils ne veulent pas que les Turcs aient des frontières ouvertes et une libre circulation, comme ce serait le cas s'ils faisaient partie de l'Union européenne. On peut les comprendre, mais je comprends aussi les Turcs. Ils se sentent exclus de l'Occident, et maintenant, ils se tournent vers l'Est. Et cet Est devient de plus en plus attirant, parce que c'est le moment où la Chine brille comme un modèle d'industrialisation, un exemple de pays passé de la pauvreté à la prospérité. C'est exactement ce que les Turcs veulent faire. Et maintenant, ils regardent vers la Chine, ce qui veut dire aussi vers la Russie, parce que la Chine et la Russie sont aujourd'hui, qu'elles le veuillent ou non, dans le même bateau. Je pense qu'ils s'apprécient, oui, mais qu'ils ont surtout besoin l'un de l'autre, plus que jamais, dans le monde d'aujourd'hui. Et je crois que la Turquie commence à comprendre qu'elle pourrait en tirer davantage sur le long terme en matière de développement. Qu'est-ce que les Européens peuvent lui offrir? Rien d'autre que du mépris. La technologie, on peut l'obtenir en Chine. Le commerce, les marchés, tout ça, c'est en Chine. Les produits bon marché du quotidien viennent de Chine. Donc, à mon avis, c'est ce que la Russie a fait d'Erdogan. Un carrefour énergétique. Il a une position géographique idéale, un lien entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud. Les Chinois veulent que toute leur initiative des nouvelles routes de la soie passe par la Russie et la Turquie. Et je pense qu'à long terme, c'est là que les Turcs vont trouver leur avenir. Donc, dans cette perspective, l'Ukraine passe au second plan. Bon, peut-être une dernière question pour aujourd'hui. Vous avez mentionné que la Turquie pourrait envisager d'adhérer à l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est bien ça? Mais pensez-vous que l'appartenance à l'OTAN et à l'OCS soit forcément incompatible? Je ne sais pas, parce qu'ils vont essayer de rester dans les deux camps aussi longtemps qu'ils le pourront. Mais si un jour ils doivent choisir, je pense qu'ils choisiront la Chine et tout ce qui est lié à la Chine et à la Russie. Parce que, regardez, beaucoup de républiques d'Asie centrale sont turciques. Je veux dire, elles ont des origines ethniques et linguistiques communes. Et la seule façon d'avoir des relations commerciales normales, avec des frontières ouvertes, c'est d'être en bons termes avec la Russie. Parce que sinon, la Russie fermerait tout simplement la frontière. La Russie exerce une influence économique, politique et culturelle énorme sur ces territoires. Ils sont tous membres de la communauté des États indépendants. Et donc, la Russie ne voit aucun inconvénient à ce qu'ils entretiennent des liens culturels, économiques ou commerciaux. Ça ne le dérange pas du tout. Pourquoi pas? Mais ce serait différent s'il y avait des liens militaires, ou si ça portait des idées de panturquisme que la Russie jugerait dangereuses. Donc, à mon avis, si Erdogan veut développer ce genre de grand cadre culturel, une civilisation turcique, il regarde vers l'Est. Et ça, c'est possible seulement si les relations économiques avec la Russie et la Chine sont bonnes. Dans ce cas, le Kazakhstan peut être ami avec la Russie, ami avec la Chine, ami avec la Turquie. Tout le monde est ami avec tout le monde, et ils peuvent se développer harmonieusement. Mais si l'un d'eux essaie de dominer, ou s'il est perçu comme un pion, un allié ou un agent de l'Occident, alors là, ils vont bloquer le projet, parce que c'est leur voisinage, leur zone d'influence.
C'est toujours un plaisir d'avoir votre point de vue et votre expertise, Dr. Brovkin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'apprécie vraiment que vous apportiez cette perspective historique et que vous nous aidiez à mieux comprendre, à entrer dans les détails et les nuances de l'actualité. Merci encore pour votre temps. Merci. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de le faire. Merci. Thank you.